J'ai entendu cette histoire d'horreur toute ma vie. Elle hantait tout le monde. Si votre voisin était soupçonné de 5 meurtres, vous n'auriez pas peur? Moi, oui. Je ne crois pas qu'il ait commencé à Lewiston. Et je doute qu'il ait arrêté. On pourrait crier longtemps ici, Oui, sans jamais être entendu. ce serait le paradis pour un tueur en série. Combien de corps pourraient être ici? Pourquoi s'être introduit avec un couteau de chasse, une lampe de poche et une caméra? Je suis sûre qu'il sait qu'on enquête. Qu'il sait qui je suis. J'ai trouvé un cheveu. Même quand on croit s'en être tiré pendant très, très longtemps, le passé nous rattrape et nous le fait payer. Je n'ai pas peur de lui. Pourquoi devrais-je? Il devrait avoir peur de moi. Merci de votre patience. J'espère que ça marche. Merci encore. Je reste là sans bouger? Oui. Silence plateau. Je m'appelle Sandra Lee. J'ai été journaliste au Lewiston Morning Tribune durant 41 ans. La région de Lewiston, Clarkston et Assateague est une petite agglomération au confluent des rivières Snake et Clearwater. C'est au cœur du Nord-Ouest. C'est une région rurale avec une ambiance de village depuis toujours. Mais la disparition de Christina White a tout changé. Notre façon de regarder les gens qu'on ne connaissait pas dans la rue ou même qu'on connaissait. Ce n'était plus une petite communauté isolée aux confins de l'Idaho et Washington. On faisait partie d'un monde plus grand, plus violent. À l'époque, il n'y avait qu'un millier d'habitants à Assateague. Tout le monde connaissait tout le monde et savait qui faisait du grabuge. C'était parfait pour grandir. Dans le temps, nos parents nous laissaient jouer et rouler à vélo sans surveillance. On allait à la foire à pied sans danger. On faisait ce qu'on voulait sans que nos parents nous surveillent. Rien de tel ne s'était jamais produit ici. Ce n'est jamais arrivé depuis et ce n'était jamais arrivé avant. J'avais environ 6 ans quand elle a disparu. Mes souvenirs d'elle sont flous. Je n'en ai pas beaucoup. Je me souviens qu'elle écoutait de la musique dans sa chambre, sur son tourne-disque. Elle rouspétait tout le temps quand j'allais dans sa chambre. Elle était comme toutes les adolescentes. C'était une gentille fille, rieuse, sociable. Elle aimait discuter et jouer des tours aux autres, ce genre de choses. C'était un garçon manqué.
Elle n'avait pas peur de mettre des vers sur un hameçon. Elle aimait ratisser les plages. J'allais pêcher et elle et ma mère passaient des heures à chercher des appâts et ce genre de trucs sur la berge. J'ai des photos de nous sur lesquelles on a l'air très proches. Je crois que j'étais plus proche d'elle, mais elle m'aimait comme toutes les grandes sœurs. De mémoire, elle était très heureuse. Quand je pense à Christina, je me demande ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Je suis particulièrement investie dans l'affaire Christina White, car j'en ai hérité, et que c'est une affaire non résolue du comté où je travaille. Je me sens personnellement responsable comme enquêteuse du comté. Et elle était résidente du comté. Alors, on veut des réponses. Je n'aime pas le mystère. Je veux savoir qui a fait ça. Je veux que les familles sachent ce qui est arrivé à leurs proches pour élucider le mystère. Assotin est un village, une petite communauté. Tous les endroits en cause dans cette affaire sont littéralement à un pâté de maison les uns des autres. Voici la maison de Christina White, juste là. C'est là qu'elle vivait. Le 28 avril 1979, elle, sa mère et sa petite sœur sont allées en ville le matin pour voir le défilé avant d'aller à la foire du comté. Elles sont revenues par là après le défilé. Christina est allée chez sa copine et sa mère et sa sœur sont rentrées chez elle. Christina devait aller à la foire à vélo avec son amie. Elle a rejoint son amie Rose ici, chez elle. Elle est montée sur le porche, sa mère l'a saluée et elle est rentrée chez elle avec sa sœur. Elle a eu une sorte de coup de chaleur. Elle s'est sentie déshydratée et elle a appelé maman pour lui dire qu'elle se sentait mal, qu'elle avait un coup de chaleur. Ma mère lui a dit de se rafraîchir avec une serviette humide et de rentrer à vélo. Je crois que ma mère n'est pas allée la chercher parce que j'étais à la maison. J'ignore si j'étais au lit ou si je dormais, mais c'est pour ça qu'elle n'est pas allée la chercher. Et elle n'est jamais rentrée. Plus personne ne l'a jamais vue. Mais on ne disparaît pas comme ça. J'étais le chef de police d'Assotin en 1979. J'étais en poste depuis seulement 6 mois quand Christina a disparu. Je n'avais pas d'expérience, ni fait l'école de police. Je ne savais pas par où commencer. Après la disparition de Christina, j'ai dit à sa mère qu'on ferait tout pour la retrouver, qu'on allait la chercher. On a ratissé la ville. On a fouillé tous les endroits imaginables et tous les recoins qu'on connaissait où elle aurait pu être. Au début, j'ai cru qu'elle se baladait à vélo quelque part en ville. Je n'ai jamais cru qu'elle ait pu fuguer. Ce n'était pas elle. Si elle était en ville, on la trouverait. Où va une jeune de 12 ans? Chez ses amis, dans sa famille. Puis introuvable, sa bicyclette aussi. Plus rien. On a fait tout ce qu'on pouvait pour la retrouver. Fait le tour de la ville et des environs. Un ami de mon père avait un hélicoptère.
Il a survolé toute la vallée et Assoten pour trouver des indices. Il a tellement cherché. Il était prêt à tout pour la retrouver. Le jour où Christina a disparu de cette maison, les versions diffèrent à propos de qui était là. Le petit ami de la mère était peut-être là. D'après les rapports de police, il n'était pas au travail ce jour-là. Mais aucune source, ni aucun témoin n'a confirmé qui était dans la maison. Tout ce qu'on sait, c'est que Christina White était là et qu'elle n'a plus jamais été vue. A-t-elle été kidnappée? Elle avait 12 ans. On ne peut pas cacher éternellement une enfant de 12 ans. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Quelqu'un sait forcément quelque chose. Bonjour. Bonjour, Carl. C'est Jackie Nichols du bureau du shérif. Je voulais confirmer qu'on peut toujours passer aujourd'hui pour faire le tour de votre propriété. Bien, parfait. À plus tard. Merci. J'enquête sur l'affaire Christina White depuis 10 ans. Le plus souvent dans mes temps libres, car je suis déjà débordée de travail. Mais j'ai toujours sa photo sur mon babillard pour garder ses affaires en tête, ne pas les oublier et leur consacrer du temps quand j'en ai. Ce n'était qu'une enfant, avec toute la vie devant elle. Je suis en route vers la ferme de Carl Flynn, où il a découvert les travaux scolaires de Christina White. Je suis curieuse de voir le terrain et l'endroit où il a trouvé les papiers. Surtout qu'en travaillant récemment à la ferme, il a remarqué une dépression dans le sol qu'il n'avait pas vue avant. J'aimerais vraiment retrouver Christina. Ce qui permettrait sans doute aussi de savoir ce qui s'est passé. Mais c'est chercher une aiguille dans 1 million de bottes de foin. C'était dans ce pâturage? Oui, l'ancien pâturage des chevaux. D'accord. J'ai retrouvé ces papiers juste là. Ils étaient éparpillés. Toutes sortes de papiers. Dans quel état avez-vous trouvé ces papiers? Ils étaient en bon état. Sans doute là depuis 1 jour ou 2. Mais quand... C'est environ quelques semaines après sa disparition. Et vous avez reconnu son nom? Oui. Et compris que c'était peut-être important? À l'époque, oui. D'accord. Ses devoirs n'avaient rien à faire là. Vous m'avez parlé d'une dépression dans le sol, près de l'ancienne mangeoire. Oui, que je viens de remarquer. Un trou à peu près gros comme ça. En dessous de l'ancienne mangeoire. Oui, la mangeoire était juste là à l'époque. D'accord, c'est intéressant. Je vais aller voir de plus près.
J'ignore quoi penser des papiers retrouvés. C'est intéressant et suspect, mais ce pourrait être une fausse piste. Qui sait, c'est un mystère, comme toutes ces affaires. Je vais étendre une bâche pour ne pas perdre des preuves potentielles dans l'herbe. Je teste parfois le sol avec cette tige de fer. Elle s'enfonce très facilement. On ne dirait pas de la terre battue. Il y a une résistance. Puis, c'est mou à nouveau. Quand j'essaie d'enfoncer la tige ailleurs dans le sol, comme ça, à moins que le sol ait été remué, elle ne s'enfonce pas si facilement. Ça, c'est bizarre. Je la sens toujours. Les restes en décomposition se détectent à l'odeur quand ils sont encore frais. Ce que j'ai trouvé en creusant est un arbre décomposé, d'où le trou dans le sol. Le bois s'est décomposé et il s'est affaissé, ce qui a causé la dépression dans le sol. Mystère du trou résolu, j'espère. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Du moins pas exactement là. Les choses ont changé quand Christina White a disparu. On ne lâchait plus nos enfants. Je les conduisais à l'école et je m'assurais qu'on les récupère ou qu'ils m'appellent au travail dès qu'ils rentraient à la maison. Parce qu'une fillette avait disparu. Et 2 ans plus tard, presque jour pour jour, cette histoire. Je ne sais pas quoi vous dire. Ce n'était pas une disparition, ni monsieur un tel qui a tué sa femme dans une scène de ménage, mais un meurtre de la pire espèce, inimaginable à l'époque. À l'époque où Christine a grandi, le téléphone, on pouvait faire des longues distances, mais c'était moins cher après 23 heures. Bref, quand il sonnait à 23 heures, je savais que c'était elle. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle allait chercher son vélo à Moscou. Kristen David étudiait à l'université de l'Idaho. Sa famille vivait ici, dans la vallée, à une 50aine de kilomètres en aval de Moscou, bref, de l'université de l'Idaho, à la vallée de Lewiston-Clarkston. Elle m'a dit qu'elle partirait vers 10 ou 11 heures le lendemain matin, qu'elle ferait sa randonnée et rentrerait pour son quart de travail. Je lui ai dit quelle bonne idée, j'aurais aimé t'accompagner. Et elle m'a dit qu'elle avait très hâte. C'était le jeudi 26 juin 1981.
Le téléphone a sonné vers 6h moins quart ou moins 10. Mike a décroché et il m'a dit « C'est Patty. Elle veut savoir si tu as vu Christine. » Quoi? Elle est au travail? Non, ta sœur ne s'est pas présentée. J'ai sauté du lit, car on ne s'absente pas sans prévenir dans ma famille. La police a dit que les jeunes disparaissaient tout le temps, qu'elle reviendrait. J'ai dit non, elle n'est pas comme ça. Elle n'a jamais fait ça. Les voisins l'ont entendu prendre son vélo. Donc, on sait qu'elle a pris la route. J'étais furieuse contre la police de Lewiston, qui ne pouvait rien faire avant 48 heures à cause de son âge. Pour moi, c'était inconcevable. J'ai appelé chez elle, mais sans réponse. J'ignore pourquoi. J'espérais la trouver chez elle. Mais elle n'était pas là. J'ai enchaîné les cigarettes en faisant les 100 pas, en essayant de comprendre où elle pouvait être. Où es-tu? Et on a fait ce que la police aurait dû faire. On a commencé nos recherches. C'est terrible, mais je sentais qu'on ne la trouverait pas. Je savais qu'on ne la retrouverait pas. Je crois que quelqu'un l'a vue à vélo sur la route et l'a kidnappée. Elle ne serait jamais montée avec un inconnu, à moins d'avoir un problème mécanique. Et elle n'aurait pas disparu toute seule, à moins qu'on l'enlève. J'ai cessé d'espérer le 3 juillet. Et on l'a retrouvée le lendemain. J'ai cru que le diable était entré à Lewiston et j'ai eu peur pour tous les habitants de la ville. On peut difficilement enquêter sur un meurtre sans tomber sur un autre meurtre ici. Surtout dans les affaires non résolues survenues à peu près en même temps. Et dans la même région. On traverse maintenant le pont Red Wolf. C'est un pont particulièrement important, car il n'est qu'à une dizaine de kilomètres en amont d'où on a trouvé les restes de Kristen David. C'était la deuxième jeune femme disparue en à peine 2 ans. Ça aurait été alarmant dans une grande ville. Alors c'était vraiment terrifiant dans une petite communauté comme la nôtre. On est à environ 10 kilomètres en aval du pont Red Wolf. C'est dans ce secteur, le 4 juillet 1981, qu'un pêcheur a trouvé un sac poubelle en pêchant. Il a fait la macabre découverte, dans le sac, enveloppé de papier journal, d'une partie de corps humain. En regardant autour, il a trouvé un autre sac, à moins d'une centaine de mètres en aval, qui contenait une autre partie du corps. Alors il a contacté les autorités. La police est venue,
Mais il faisait presque nuit. Alors elle est revenue le lendemain matin et a fouillé systématiquement la portion en aval du pont. On a trouvé 5 sacs au total, contenant des restes humains dans du papier journal. On ne s'attend pas à ça quand on reçoit un appel. Après 4 mois comme coroner, j'avais la pire scène d'homicide. Pratiquement jamais vue. C'était une scène de crime, mais une scène de crime faisant des kilomètres. On avait des bateaux, des gens avec des filets de pêche pour récupérer les sacs, pour sortir ces parties du corps de l'eau. On a suivi plusieurs pistes et fait appel à plusieurs services de police, dont certains faisaient le suivi des preuves matérielles, comme les journaux contenant les restes humains. Le corps a été démembré avec un couteau, par quelqu'un qui savait comment le dépecer. Il avait été soigneusement découpé. Ce n'était pas un amateur. C'était à se demander si le meurtrier avait de l'expérience et un endroit pour faire ça. S'il était du coin. Quand on a trouvé Kristen David, on a tout mis en œuvre. 2 États, 3 comtés et le FBI se sont impliqués. On n'a pas ménagé les moyens. On croyait qu'il finirait par trouver quelque chose. Mais rien. Puis 1 an plus tard, 3 disparitions au centre communautaire. Le 13 septembre, une disparition nous a été signalée par le petit ami de Christina Nelson. Et on a commencé à enquêter sur les déplacements des 2 filles. L'enquêteur Willie Russell et moi sommes allés chez Christina. On a trouvé leur sac à main, leur portefeuille, rien de déplacé. Aucun signe d'altercation ou de dispute. On a trouvé une note disant qu'elles allaient au supermarché et à la buanderie. On ignore si elles se sont rendues au supermarché. Elles ont disparu. La même semaine, on nous a signalé la disparition d'un dénommé Steve Purcell. Il n'était pas rentré chez lui et avait été vu pour la dernière fois au théâtre, le soir où Brandy et Christina avaient disparu. D'après ce que je comprends, ce soir-là, Steven serait allé à une fête avec sa copine, puis elle l'aurait ramené au théâtre, où il faisait sa lessive et jouait de la clarinette. Quand Steven a disparu, on a trouvé chez lui des chèques de paie non encaissés, son portefeuille et sa voiture. Il adorait sa voiture. Vous auriez laissé la vôtre? Non. Il n'aurait jamais laissé tout ça chez lui s'il était seulement parti. Le lien entre les 2 filles et Steve Purcell, c'est qu'ils étaient tous impliqués dans les activités du théâtre.
Ils se connaissaient. Christina et Brandy auraient marché de l'appartement en ville jusqu'au supermarché. L'une d'elles avait travaillé au théâtre, donc elles s'y sont peut-être arrêtées en passant. On voulait examiner de plus près l'intérieur du théâtre pour voir s'il y avait des signes de dérangement, de bagarre, de violence ou du sang. Mais rien ne permettait de croire que c'était un crime au départ. Tout ce qu'on avait, c'était 3 personnes disparues. Quand j'ai su qu'il serait condamné, je me suis fait un devoir de venir le visiter. Je voulais revenir pour faire mes adieux à l'immeuble. J'avais 22 ans quand je suis venu ici pour commencer ma vie. Et quand je suis arrivé ici, c'est devenu mon chez-moi. Tous ceux qui se sont impliqués dans ce théâtre y ont passé beaucoup de temps. C'était un groupe de gens très proches. Je suis toujours en contact avec plusieurs d'entre eux. J'ai rencontré Stephen Pearsall à l'université et je l'ai pris au théâtre car c'était un artiste et que j'avais besoin d'aide pour une pièce. C'était un homme à tout faire. Il était concierge, donc il avait la clé et venait jouer de la clarinette. Il aimait la solitude et il l'a trouvée ici. J'étais inquiet quand on m'a appelé pour me dire qu'il avait disparu. Mais quand j'ai su qu'il était potentiellement impliqué dans la disparition des 2 filles, j'ai trouvé ça vraiment alarmant. Il s'est peut-être passé des choses horribles ici. Quand j'y pense, j'ai peur de ce qu'on pourrait trouver dans les décombres. J'ai commencé à venir ici, dans la vallée, en 2007, je crois. La réceptionniste de mon motel m'a surnommée la femme au meurtre, car je viens ici depuis une dizaine d'années pour enquêter sur la disparition de ma cousine. Mais je ne m'intéressais pas qu'à Christina Nelson, Brandy Miller et Stephen Pearsall. Je voulais tout le portrait. De 1979 à 1982, 5 personnes sont mortes ou disparues dans une petite ville américaine où ce genre de choses n'arrive pas, où on laisse sa porte ouverte et où on peut marcher dans l'obscurité, où on n'a pas ce genre de monstre. Les gens parlent de deuil, mais on ne fait jamais vraiment son deuil. Ça reste, mais on veut des réponses. Les familles veulent des réponses. Où sont passés leurs proches? Que s'est-il passé? Pourquoi? Et qui a fait ça? On est au théâtre communautaire de Lewiston, en Idaho. C'est un lieu particulièrement intéressant dans l'affaire, car les 2 filles disparues, Christina Nelson et Brandy Miller, marchaient dans les environs de ce théâtre. Et parce que c'est le dernier endroit où Stephen Pearsall a été vu. Donc, c'est un élément clé dans ces affaires. L'immeuble a récemment été condamné à cause de problèmes structurels. C'est peut-être ma dernière chance de l'examiner.
On se trouve en ce moment dans la fosse d'orchestre, où la clarinette de Stephen Purcell a été retrouvée. C'est important, car ses amis et sa famille disent qu'il n'aurait jamais quitté la ville sans sa clarinette. Oui, on a trouvé la clarinette de Steve, ce qui semblait indiquer qu'un crime avait été commis, un enlèvement dans le théâtre, et possiblement un crime contre nature envers les filles. C'est très intéressant. Certains éléments de preuve dans cette affaire étaient décrits comme des cordes de coton ou quelque chose du genre. Quand j'ai entendu parler de ces cordes, je me les imaginais comme ça, fibreuses et robustes. Mais celle-ci s'apparente davantage à une corde de coton. Je ne les avais jamais vues. Il y avait beaucoup de rideaux suspendus ici. C'est le genre de choses qui m'intéressent. Des choses que je vois maintenant que je n'avais jamais vues avant. Au début, notre seule personne d'intérêt était Steve Purcell, jusqu'à ce qu'on sache qu'un autre homme se trouvait dans le théâtre au même moment ce soir-là. Il connaissait les trois autres personnes, Christina, Brandy et Steve. Il nous a dit qu'il était là ce soir-là, mais qu'il n'avait rien vu ni entendu. You were doing some work at the Civic Theater. Correct. Can't remember if I did much on stage, but I needed to do some rigging. So I went up into the loft. Up in the attic up there. Up in the hall. C'est la partie du théâtre où le suspect serait monté pour gréer de l'équipement et aurait passé à travers le plâtre. Quand on sort des passerelles ou qu'on s'éloigne de la structure, il n'y a que du plâtre qu'on peut facilement défoncer en marchant dessus. Il a dit qu'il était venu ici, alors j'ai cru qu'on trouverait peut-être des indices. Mais je n'ai rien vu en bas. Et je ne vois rien ici non plus. Il y a tellement d'isolants que c'est dur à dire. Mais on peut facilement tomber, et ça lui est peut-être arrivé dans le passé, d'où sa version des faits. Mais je doute qu'il soit tombé ce soir-là. Dans une de ses versions, il a dit qu'il dormait et avait entendu le téléphone, mais ne s'était pas levé pour répondre. C'était peut-être seulement pour expliquer que si sa femme avait essayé de l'appeler au théâtre pour savoir où il était, si la police interrogeait sa femme, elle pourrait dire qu'elle avait appelé, mais qu'il n'avait pas répondu. Ce sont des détails, mais le diable est dans les détails. Il ne nous regardait pas dans les yeux en parlant. Il était agité. Il semblait nerveux par moments, durant l'interrogatoire, selon les questions, ce qui nous semblait anormal. On avait l'impression qu'il cachait quelque chose. Voici la loge.
la pièce où le suspect se serait assoupi vers minuit. Et voici la porte par laquelle Stephen Purcell est entré quand sa copine l'a déposé. Il a allumé et elle est partie. Je vois mal comment Stephen Purcell aurait pu entrer, allumer, faire sa lessive et jouer de la clarinette sans réveiller quelqu'un. Et je vois mal comment quelqu'un qui dormait soi-disant là ne l'a pas entendu entrer par là. Il ignorait peut-être à l'époque qu'on avait des preuves de la présence de Purcell au théâtre. Il a même ouvertement regretté d'avoir dit qu'il était au théâtre ce soir-là, puisque ça faisait de lui un suspect. Quand le nom du suspect s'est précisé, ça a mis la puce à l'oreille des autorités. Car cette même personne avait vécu dans la maison où Christina White avait disparu en 1979. Le soir où la famille de Christina a rapporté sa disparition, il s'est précipité au bureau du shérif pour se porter volontaire pour la retrouver, de toutes les manières possibles, ce qui était très inhabituel. C'était irréaliste. On lui a demandé de se soumettre au polygraphe, mais il s'est pris un avocat qui lui a dit de ne plus nous parler et nous a dit de ne plus le questionner. La rumeur s'est mise à circuler sur le nom du suspect. Quand on a tant de cas semblables si rapprochés dans le temps et dans l'espace, on commençait à craindre d'avoir affaire à un tueur en série. On parle de tueurs en série, de meurtres, de morts. Des choses dont personne n'a envie de parler ni d'entendre parler. Mais ça existe. Et des gens comme le suspect aussi. Et ils comptent sur le fait qu'on a peur d'eux. La police sait qui c'est. Si les gens du coin savent qui c'est, oui. C'était un secret bien gardé. Mais le pire secret bien gardé de la vallée. Personne n'ose dire son nom, car personne ne le dit, ne l'a jamais dit. Il est temps de le dire, de révéler son identité. Il ne mérite plus d'inspirer la crainte comme ça. Vous allez le nommer? Vous voulez son nom? Il s'appelle